Chapitre 1. Précisément 7h42 par un matin brumeux, le Calais-Londres Express. Nous sommes arrivés à la station maritime de Douvres, brillant, ponctuel et entièrement désert. Aucun porteur ne descendit, aucun bavardage de voyageurs ne résonna. Le sifflet du contrôleur résonna sur le quai vide, tel le cri d'un fantôme. Le train était arrivé de Calais, comme prévu, avec 6 compartiments de première classe et un seul fourgon à bagages. Mais lorsque le chef de gare, M. Alfred Pennington, ouvrit les portes, il découvrit aucun passager à l'intérieur, pas un seul. Les journaux l'appelleront plus tard l'affaire du train fantôme. À ce moment-là, cependant, ce n'était qu'une confusion, un inconvénient pour l'autorité ferroviaire britannique et une irritation pour Pennington, qui se targuait d'une précision absolue. « Où sont-ils » murmura-t-il en ouvrant un autre compartiment. Les sièges étaient impeccables, les lampes allumées. Dans l'un d'eux, une tasse de café à moitié vide était posée sur la table, à côté d'un papier plié, le Figaro. Dans un autre, un foulard en soie pendait librement sur le support, flottant comme un fantôme pâle dans le courant d'air. Et dans le 3e compartiment, le plus curieux de tous, il y avait un chapeau d'homme sur le sol, écrasé, à côté d'une canne cassée en 2. Pennington déglutit. Il se tourna vers le garde. « Monsieur Bailey, êtes-vous tout à fait certain ce train a été contrôlé à Calais ?»« En effet, monsieur, » répondit Bailey, pâle et inquiet. « Nous avons compté 12 passagers à bord. Le contrôleur a juré les avoir vus au dernier arrêt avant le tunnel. Puis, plus rien. Rien. Un mot qui semblait flotter dans l'air comme la brume elle-même. À 8h30, le quai était bondé. Inspecteurs, douaniers, employés des chemins de fer, tous aussi perplexes les uns que les autres. Ils fouillèrent chaque voiture, chaque compartiment à bagages, même les toilettes. Les malles des voyageurs étaient là, étiquetés et verrouillés, mais leurs propriétaires avaient disparu comme par magie. Et puis le télégramme est arrivé. Il est arrivé du côté français, du chef de gare de Calais, écrit à l'encre hâtive, arrêt urgent, ne pas décharger le train, liste des passagers incompatibles, police avisée. Calais. Quelques heures plus tard, Scotland Yard fut prévenu. Le surintendant Battle lui-même examinerait l'affaire, mais le destin, et une certaine moustache impeccable, en avaient d'autres plans, car à cette même heure, dans un coin tranquille, de manoir de Whitehaven, M. Hercule Poirotil prenait son petit déjeuner avec son fidèle compagnon, le capitaine Hastings. Le détective belge s'adonnait à ce qu'il appelait son hygiène spirituelle, taillait sa moustache à la perfection, lorsque le titre du journal du matin attira l'attention d'Hastings. « Le désigné train qui est arrivé sans passager. »« Mon Dieu, Poirot !» s'exclama Hastings, manquant de renverser son café. « Un train entier, vide, qu'en penses-tu » Poirot ne leva pas immédiatement les yeux. Il se tamponna la lèvre supérieure avec une précision chirurgicale, observant son reflet. « Mon cher Hastings, dit-il doucement, quand 12 personnes disparaissent, il ne faut pas se demander où ils sont partis. Il faut se demander pourquoi. » Il sourit faiblement. « Et puis, mon ami, on commence à comprendre, Holmesless a fait disparaître. » Chapitre 2. Le rassemblement des suspects. En milieu d'après-midi, la brume s'était épaissie sur Douvres, tel un linceul. La mer, agitée et grise, léchait la jetée, murmurant des secrets que nul homme ne pouvait entendre. C'est dans cette atmosphère solennelle qu'est arrivé là Monsieur Hercule Poirot, resplendissant comme toujours, son costume gris impeccable, son chapeau melon impeccable et sa canne se balançant légèrement, comme s'il entrait dans une salle de bal, plutôt que sur une scène de crime.
À côté de lui, capitaine Hastings peinait à suivre le rythme, son pardessus flottant, sa curiosité sans retenue. « Je dois dire, Poirot, remarqua-t-il, que cette histoire de train est la plus étrange que j'aie jamais entendue. On pourrait croire qu'ils auraient déjà trouvé au moins un indice, un message, une lutte, quelque chose. » Les yeux de Poirot pétillèrent. « Il y a toujours quelque chose, Hastings. Seulement, il ne crie pas toujours. Parfois, il chuchote. Il faut apprendre à écouter, hein. » Ils ont été accueillis sur le quai par inspecteur Graves, un homme robuste avec un air fatigué. Le genre de fonctionnaire qui préférait les faits aux mystères et les horaires aux théories. « Monsieur Poirot », le salua-t-il avec un respect prudent. « Nous sommes honorés de votre présence. Scotland Yard a indiqué que cela pourrait vous intéresser. » Poirot inclina modestement la tête. « Il est vrai, inspecteur, que j'ai un faible pour ce qui est ce nom expliqué, et ici. » Il fit un geste délicat vers le train rutilant qui se tenait sans vie sur la voie. « Nous avons beaucoup de choses qui défient l'ordinaire. » Graves hocha la tête d'un air sombre. « Venez, je vais vous montrer les compartiments. Tout est resté tel quel. » Ils sont montés dans le train. Le silence à l'intérieur était inquiétant. Chaque compartiment semblait suspendu dans le temps, comme si ses passagers étaient simplement sortis un instant et n'étaient jamais revenus. Une légère odeur de parfum, de fumée de cigare, flottait dans l'air, se mêlant au goût métallique des rails. Graves s'est arrêté à la 3e compartiment, celui où la canne cassée avait été découverte. Cela appartenait à Sir Henry Bletchley, expliqua-t-il, magnate industriel, voyageait de Paris à Londres pour affaires, connu pour être en excellente santé. Maintenant, disparu. Poirot se pencha, examinant les fragments de la canne. « Brisée en deux, mais pas par accident, » murmura-t-il. « Une fracture comme celle-ci nécessite émotion. » « De l'émotion. » Graves fronça les sourcils. « Tu veux dire la force ?» Poirot eut un léger sourire. « La force, oui, mais aussi la colère. Il y a une différence, mon cher inspecteur. On peut frapper avec le bras, mais c'est la caractère cela donne de la force au coup. » Hastings émit un léger sifflement. « Vous pensez qu'il y a eu une bagarre ? » « Peut-être. » Le regard de Poirot se porta vers la fenêtre. « Ou peut-être quelqu'un recherchait nous faire penser ainsi. » Il se retourna, soudain brusque. « Dites-moi, inspecteur, qui étaient les passagers? Et qui, à part vous, a eu accès à ce train depuis son arrivée ?» Graves sortit un petit carnet. « Nous avons surveillé de près la liste des passagers, 12 noms en tout. » Il tendit la feuille à Poirot. Poirot le prit délicatement. Ses yeux parcourant la liste, Poirot tapota la dernière entrée. « Ah voilà, il y en a toujours un qui ne convient pas. Nous n'avons aucune description, » dit Graves. Le contrôleur jure qu'un homme est monté à bord à la dernière minute. Billet payé, première classe, assis seul. Et le chef d'orchestre, chapitre 3. L'arrivée des ombres. Le matin suivant l'arrivée de Poirot à Douvres, le temps était humide et terne. Une fine pluie tombait sur la gare, transformant les quais en miroirs d'acier et de fumée. Le train fantôme était toujours là, gardé par des agents, comme s'il allait soudain reprendre vie et fuir le lieu de sa propre énigme. Poirot se tenait sous le dais, un petit parapluie noir à la main, l'air grave mais absorbé. Il examinait le sol près des voies avec l'attention d'un bijoutier étudiant un diamant défectueux. Hastings l'observait de loin, les sourcils froncés. « Que diable t'attends-tu à trouver, Poirot? La pluie aura tout emporté. »« Peut-être, » dit Poirot en se baissant, pour ramasser un petit morceau de papier entre les traverses. « Mais la pluie ne lave pas. Signification, mon ami. »
Il l'examina d'une main gantée. Un coin déchiré d'un papier à lettres étrangers, où de légères traces d'encre bleue étaient encore visibles. Il le rangea soigneusement dans son portefeuille. « Même le plus petit fragment, murmura-t-il, peut raconter une histoire si on écoute poliment. » Derrière eux, on entendit le bruit de pas rapides. Inspecteur Graveseal s'approcha, le col de son pardessus relevé contre la bruine. « Bonjour, monsieur Poirot. J'ai pris des dispositions pour que vous puissiez examiner les effets personnels des passagers. Ils ont été apportés à la douane. Tous les objets ont été récupérés dans les compartiments. »« Excellent, » dit Poirot. « Et les demandes de renseignements en France ? » Pas beaucoup de chance pour l'instant. Les autorités de Calais sont aussi perplexes que nous. Aucune disparition apparente aux passagers, aucune perturbation en cours de route. Le train est parti, avec 12 passagers à bord, a traversé la Manche et est arrivé, vide, comme s'ils avaient disparu en pleine mer. La moustache de Poirot tressaillit pensivement. « Non, non, mon cher Graves, il n'y a pas de magie dans cette affaire, seulement, méthode quelqu'un voulait expulser 12 personnes d'un endroit et les empêcher d'atteindre un autre. Le comment, le pourquoi, le qui, nous le découvrirons. » À l'intérieur du hall des douanes, de longues tables avaient été dressées, avec les effets personnels des voyageurs disparus. Valises, sacs à main et manteaux étiquetés étaient soigneusement disposés côte à côte, sous l'œil vigilant des agents. La pièce sentait légèrement le sel, le vieux papier et la laine humide. Les yeux de Poirot parcoururent la collection. 12 petits mondes figés dans le temps. « Observe, Hastings, » dit-il doucement. « On peut en dire long sur une personne à sa façon de faire ses bagages. L'insouciance, la précision, le sentimentalisme, tous se révèlent à travers le choix de l'objet. » Il s'arrêta devant un grand étui en cuir sur lequel étaient gravées des initiales, HB le contenu, disposé pour inspection, comprenait un étui à cigarettes en argent, un mouchoir monogrammé et une liasse de correspondance nouée avec un ruban rouge. « Sir Henry Bletchley, » murmura Hastings, « un homme puissant, à ce qu'on m'a dit, propriétaire de la moitié des usines de Birmingham. » Poirot hocha la tête. « Oui, et peut-être aussi un homme de caractère. On a vu sa canne cassée. » De la table voisine, Graves désigna d'un geste un ensemble plus petit. Une élégante trousse de toilette contenant du parfum, un mouchoir en dentelle et une petite photo encadrée d'un jeune enfant. « Les affaires de Madame Bletchley, » dit-il. « Rien d'inhabituel. » Poirot poursuivit son chemin. Chaque coffret racontait une histoire tranquille. Les bagages des d'Urbain, remplis de beaux vêtements et de friandises de voyage. La trousse médicale du docteur Mercer. Une pile de romans français appartenant à Élise Fournier. Et une lourde boîte en bois marquée Leclerc, Paris, contenant des catalogues d'art et un rouleau de parchemin vierge. Poirot s'arrêta brusquement devant une modeste valise marron, simple, sans décoration, presque timide. Son étiquette indiquait seulement « Miss Violet Carr ». À l'intérieur se trouvaient des vêtements soigneusement pliés, un carnet usé et une lettre à moitié écrite. Il a lu les premières lignes à haute voix. « À mon employeur, Sir Henry Bletchley, je ne peux plus. » La lettre s'arrêta là, au milieu d'une phrase, la plume s'étant arrêtée dans un gribouillage hâtif. « Intéressant, » dit doucement Poirot. Elle avait peut-être l'intention de démissionner. Et pourtant, elle a voyagé avec eux une dernière fois. On doit se demander pourquoi. Graves s'appuya sur la table. Ça aurait pu être une dispute, un problème de domestique. Ça n'explique toujours pas comment un train entier de passagers a disparu.
Non, inspecteur, mais cela nous montre que sous la civilité se cachait une tension. De telles choses, comme la vapeur dans une chaudière, invisible, craignent pourtant une pression jusqu'à claquer la catastrophe. Il se tourna vers Hastings. « N'oublions pas, mon ami, que les crimes sont commis par les vivants, pas par les fantômes. » Des pas résonnèrent à nouveau dans le hall, et un agent entra, un parapluie trempé à la main. « Message de Calais, monsieur », dit-il en tendant un télégramme à Graves. Graves l'ouvrit d'un coup d'œil, le scrutant rapidement avant de soupirer d'incrédulité. « Seigneur, écoute ça. » Il a lu à haute voix. « J'ai identifié la gouvernante française, Élise Fournier. Une voisine rapporte avoir reçu une lettre urgente 2 jours avant le départ, émanant d'une personne signée A.L., contenu inconnu. L'expéditeur est présumé masculin. Arrêt. Note complémentaire. L'ancien employeur de Fournier a été retrouvé mort la semaine dernière. Cause incertaine. » Les yeux de Poirot brillèrent. « A.L. André Leclerc, peut-être. Le marchand d'art. Cela pourrait être une coïncidence, a déclaré Graves. Ou pas, dit doucement Poirot. Coïncidence, mon cher, c'est le mot que les imbéciles utilisent quand ils ne voient pas encore le motif. Il commença à arpenter lentement les tables. La dame fredonne, le monsieur peint, le magnate se dispute, la secrétaire démissionne. 12 personnes, chacune avec une pointe de mécontentement. Le train était leur scène, et sur lui, quelque chose s'est produit. Plus tard, dans l'après-midi, Poirot et Hastings se réfugièrent dans le bureau du chef de gare. Un petit feu brûlait faiblement dans la cheminée, et le claquement rythmé de la pluie contre la fenêtre emplissait le silence qui les séparait. Hastings parcourut à nouveau la liste. Cela semble toujours impossible, Poirot. Même si quelqu'un voulait leur faire du mal, comment ont-ils pu disparaître aussi complètement? Pas de corps, pas de traces de pas, rien. Poirot sourit faiblement. Tu penses t'y trop au corps, mon ami? Considère plutôt les apparences. Supposons que quelqu'un veuille créer l'impression de disparition. Ne serait-ce pas plus facile que d'effacer 12 vies? Hastings cligna des yeux. Tu veux dire qu'ils ne sont pas partis? Poirot écarta les mains. Peut-être n'ont-ils disparu que dans le regard de ceux qui regardent mal. Un train arrive sans passagers, et pourtant, on voit des bagages, des tasses de thé, des traces de précipitation, pas de lutte, pas de sang, et toujours de l'ordre. C'est ce qui me trouble, Hastings. Trop d'ordre. Même le chaos laisse des traces. Il se renversa dans son fauteuil. Tu te souviens de la mélodie qu'on a entendue hier? Ce léger bourdonnement dans le couloir? Oui, ça m'a fait sursauter. L'expression de Poirot s'assombrit. Ce n'était pas de l'imagination. Graves m'a dit que l'agent de garde l'avait encore entendu ce matin, avant l'aube, une voix de femme, fredonnant faiblement, provenant du train scellé. Hastings le fixa. « Mais c'est impossible. »« Impossible, oui, » dit Poirot, les yeux plissés. « Et donc, inévitable. » Alors que le crépuscule tombait sur Douvres, la pluie cessa, enfin, laissant le monde luisant et luisant. Poirot se tenait de nouveau sur le quai, sa silhouette fine et précise se détachant sur la silhouette massive et sombre du train. Il le regardait presque avec tendresse, comme un joueur d'échecs envisageant le prochain coup de son adversaire. Derrière lui, Hastings s'agitait, mal à l'aise. « À quoi penses-tu, Poirot? »« Ce train n'est pas la scène du crime, Hastings, » dit-il doucement. « C'est l'Erm. » Il se retourna, les yeux brillants comme du verre poli. Et quelque part, cachée dans tout ce brouillard, la main qu'il a brandie veille toujours.
Un léger bruit métallique résonna à l'autre bout du quai. Un bruit métallique aigu et singulier. Les trois hommes se figèrent. Graves leva sa lanterne, balayant la file de voitures. La dernière porte du compartiment final, celle dont ils étaient certains qu'elle était verrouillée depuis la découverte, était maintenant légèrement entr'ouverte. Chapitre 4. La femme qui fredonne. L'affaire du train, arrivée sans passager. Un mystère d'Hercule. Poirot. Le couloir du train en panne s'étendait devant eux telle l'échine d'une bête endormie. Les lanternes oscillaient faiblement, projetant des ombres changeantes qui dansaient sur les murs de velours. L'inspecteur Graves ouvrait la marche, son revolver au poing. Hastings suivait de près, les nerfs à vif. Poirot marchait le dernier, calme comme un prêtre en procession. L'air était humide et légèrement parfumé, un fantôme de quelque chose d'autrefois élégant. Le silence, rompu seulement par le léger craquement des voitures, pesait lourdement sur eux. Lorsqu'ils atteignirent le dernier compartiment, celui dont la porte était désormais entr'ouverte, Graves fit signe à l'agent de s'arrêter. L'inspecteur leva sa lanterne et poussa la porte. À l'intérieur, le compartiment semblait intact. Les sièges étaient rangés, la table dressée avec un verre en cristal à moitié rempli d'eau. Un gant de soie, délicat et d'une couleur ivoire, reposait sur le coussin. Il semblait presque vivant, comme si son propriétaire venait de le retirer. Poirot s'avança et se pencha pour examiner le verre. Son reflet, petit et net, tremblait sur la surface ondulante. Il effleura le bord du doigt et sourit faiblement. « Encore mouillé, murmura-t-il. « Mon Dieu !» s'exclama Hastings. « Tu veux dire que quelqu'un est venu récemment ?» Poirot se redressa. « Mais bien sûr, l'eau parle, mon ami. Elle n'a pas encore eu le temps de se calmer complètement. Notre intruse était là, il y a peut-être 10 minutes. » Graves jura entre ses dents et se tourna vers le couloir. « Fouillez les autres wagons, vite !» Les agents s'éloignèrent dans les deux sens, leurs bottes résonnant dans l'étroit passage. L'écho s'estompa, laissant les trois hommes seuls dans le compartiment silencieux. Poirot s'assit délicatement. « Réfléchissons. Cette porte, verrouillée depuis la découverte, est maintenant ouverte. Quelque chose, ou quelqu'un, souhaitait revenir sur les lieux. Mais à quoi bon, hein? Il n'y a rien à voler ici, personne à cacher. » Hastings fronça les sourcils. « À moins qu'il ne vienne en mettre quelque chose, ici. » Les yeux de Poirot brillèrent d'approbation. « Très bien, Hastings. Tu commences à utiliser tes petites cellules grises. » Il jeta un coup d'œil dans le compartiment, sous les sièges, le long du rebord de la fenêtre, et enfin sous le petit bureau fixé contre le mur. Sa main effleura quelque chose de métallique. Il le sortit, un petit médaillon en argent, sa chaîne brisée. Graves se pencha. Un autre bibelot. Poirot l'ouvrit doucement. À l'intérieur, sous le verre fissuré, se trouvait la photographie décolorée d'un enfant, une fillette d'environ 6 ans, souriant timidement, et en face, une inscription en français. « Pour ma chère Élise, à jamais. Pour ma chère Élise, pour toujours. » Traduisit doucement Hastings. « Mademoiselle Fournier, » dit Poirot. La gouvernante française, elle était donc là, où quelqu'un qu'il aimait y était. Il referma soigneusement le médaillon et le mit dans sa poche. La femme qui fredonne, celle dont la voix hante ce train, encore aujourd'hui. Au matin, le mystère du compartiment ouvert avait semé l'agitation à Douvres. La presse avait eu vent de l'affaire. Les gros titres fusaient. Un chant fantomatique,
entendu dans un train vide, et des curieux se sont rassemblés aux portes de la gare, cherchant à apercevoir le célèbre détective belge. Poirot semblait imperturbable. Il déjeuna avec le même calme immaculé, se consumant de pain grillé et de miel, tandis qu'Hastings lisait les journaux. Il est écrit ici, Poirot, que le train est maudit, marmonna Hastings. C'est absurde, bien sûr, mais les habitants disent que même le regarder après la tombée de la nuit porte malheur. Poirot s'essuya les lèvres avec une serviette. La superstition, mon cher Hastings, n'est que de la logique égarée. Graves entra, l'air las. Nous avons fouillé chaque wagon à nouveau, rien. Aucune trace de pas, aucun bruit. Mais la porte était bel et bien ouverte. Nous avons posté des gardes aux deux extrémités. Poirot hocha la tête. Excellent. Et le rapport de France? Graves lui tendit un télégramme. Poirot le déplia lentement. Lettre d'Al à Élise Fournier, confirmée du domicile de Leclerc. Contenu présumé personnel. Leclerc a disparu depuis le jour même du départ du train. « Ah !» murmura Poirot. « Notre marchand d'art est donc introuvable. » Hastings fronça les sourcils. « Tu crois que lui et la gouvernante étaient... Eh bien, tu sais... »« Certes, certainement, » dit Poirot. « Mais l'affection, mon cher Hastings, n'est pas toujours synonyme d'amour. Parfois, c'est de la peur. » Il se leva et lissa son gilet. « Viens, nous irons à la mer. »« La mer ?» répéta Graves. « Oui, inspecteur. C'est là que le train a respiré pour la première fois l'air d'Angleterre. Peut-être a-t-il transporté plus que des passagers de l'autre côté de la Manche. » Les trois hommes parcoururent la longueur embrumée du quai, là où les lignes de ferry rejoignaient la voie ferrée. Des caisses de marchandises s'empilaient le long du quai, leurs étiquettes aux pochoirs noircis par l'humidité. Les mouettes tournoyaient et criaient un au-dessus d'elles, indifférentes au mystère. Un docker reconnut l'inspecteur et s'approcha, tirant respectueusement sur sa casquette. « Pardon, monsieur, mais si c'est ce train vide que vous cherchez, il y a quelque chose que vous aimeriez peut-être voir. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Graves. « Deux gars ont trouvé une valise échouée près des marches d'amarrage ce matin. Petite, en cuir, de fabrication française. Ça pourrait être rien, mais la serrure était complètement cassée. » Les yeux de Poirot se plissèrent. « Montrez-nous, s'il vous plaît. » L'homme les conduisit à une petite cabane près de l'eau. À l'intérieur, sur une table, se trouvait une valise humide, noircie par le sel. Les initiales, bien que effacées, étaient encore visibles, Al Leclerc. Poirot l'ouvrit avec la délicatesse d'un chirurgien. À l'intérieur se trouvaient plusieurs catalogues d'art, du même genre que ceux retrouvés parmi ses affaires dans le train, et une liasse de lettres reliées par un fil rouge. Il les dénoua et parcourut les premières pages. Elles étaient en français, écrites avec une écriture rapide et émouvante. Une ligne attira son attention. « Si tu vas à Londres, Élise, nous sommes perdus tous les deux. Les autres ne te pardonneront pas. Ils te feront disparaître avant que tu puisses parler. » Poirot ferma la lettre d'un claquement de doigts. « Mon Dieu !» Graves le fixa du regard. « Alors il fuyait, ce quelqu'un ? Ou quelque chose de plus grand ?» dit doucement Poirot. « Ne voyez-vous pas, inspecteur ? Ces 12 passagers, ils ne sont pas des étrangers par hasard. Ils sont liés par des fils, invisibles. Il s'est passé quelque chose avant que le train a quitté Calais. Quelque chose qui les a tous fait voyager sous le même toit. » Il regarda l'eau grise, là où la marée murmurait contre les pierres. Et maintenant, ils sont toujours liés, en silence. Ce soir-là, un épais brouillard s'abattit à nouveau sur les terres.
La gare était étrangement silencieuse. Les trains avaient cessé de circuler pour la nuit. Pourtant, dans les wagons scellés du Calais Express, un léger bruit résonna de nouveau, ce même bourdonnement cadencé, doux comme un souffle, qui résonnait dans le couloir. Le gendarme de garde se figea, lanterne levée. « Qui est là » appela-t-il. Pas de réponse. Seule la mélodie grave et obsédante persistait. Un air de femme, lent et plaintif. Poirot arriva quelques instants plus tard, Graves le suivant de près. Le bruit cessa aussitôt lorsqu'ils montèrent à bord. « Toutes les portes sont encore verrouillées, monsieur, » dit l'agent d'une voix tremblante. « Sauf... » Il désigna le compartiment au fond. La porte était de nouveau entr'ouverte. Poirot s'avança avec un calme délibéré, lanterne à la main. Il poussa la porte. Sur la table à l'intérieur se trouvait un seul morceau, fraîchement coupé œillet blanc. Hastings haleta. « Où est-ce que... D'où viens-tu » Les yeux de Poirot brillèrent. De quelqu'un qui veut être vu, mais pas encore attrapé. La dame qui fredonne laisse sa signature. Il toucha doucement la fleur, son expression indéchiffrable. Blanche pour l'innocence, Hastings, ou peut-être pour la mort. Puis avec un léger soupir, il ajouta « Demain, nous irons à Calais, car cette affaire, elle n'a pas commencé à Douvres, mais en France. » Le lendemain matin, le ciel était gris et mordu par le vent. La lande, au-delà de la voie ferrée, s'étendait telle une nappe d'ardoise, et le quai désaffecté de Hattercombe Halt paraissait encore plus désolé sous la fine bruine. À l'intérieur du bureau de signalisation, l'inspecteur Grange se tenait les bras croisés, observant Hercule Poirot, toujours impeccable, ses moustaches luisant d'un léger reflet de cire malgré l'humidité. Les journaux du matin avaient déjà commencé à sensationnaliser l'affaire. Le mystère du train. Fantôme, les passagers disparaissent dans les airs. Le visage du chef de gare, lorsqu'il avait vu le titre, était devenu aussi blanc que le brouillard qui planait au-dessus des voies. Poirot, cependant, ne semblait pas perturbé par cette frénésie. Il examinait à nouveau la liste des passagers, son doigt ganté tapotant légèrement sur un nom, Dame Margaret Willoughby. « Ah, vous voyez, Hastings, murmura-t-il, Notre-Dame des Willoughby. Elle était là montée dans le train à Paddington, n'est-ce pas? Pourtant, madame est introuvable. Elle voyage avec une servante, une certaine Miss Evans. La servante a également disparu. » L'inspecteur Grange fronça les sourcils. « Vous pensez qu'ils ont tous les deux été victimes d'un acte criminel? Ou bien, dit Poirot, qu'ils ne sont jamais montés dans le train. » Hastings cligna des yeux. « Mais leurs billets... »« Oui, les billets, » s'empressa de dire Poirot. « Les billets racontent une histoire, mais la psychologie, mon ami, en raconte une autre. Quand on fuit ou quand on trompe, c'est toujours le désordre. Les bagages de Willoughby ont été retrouvés parfaitement étiquetés, parfaitement emballés. Et pourtant, pas de cosmétiques, pas de bibelots. Pour une dame élégante, c'est tout à fait contre nature. » Grange grogna. « Vous insinuez que les bagages n'étaient censés être vus ?» Poirot inclina la tête en signe d'approbation. « Très bien, inspecteur. Un leurre, peut-être. » À midi, le trio était arrivé au domaine de Willoughby, une majestueuse demeure recouverte de lierre surplombant les collines du Somerset. Le majordome, un homme grand et mince nommé Partridge, les reçut avec la solennité d'un homme introduisant des invités dans un mausolée. « Madame est partie hier matin, monsieur, » dit Partridge. « Pour un séjour d'une semaine à Londres, son retour était prévu aujourd'hui. » Poirot haussa les sourcils. « Et vous n'avez pas eu de ses nouvelles? »« Non, monsieur. » Il échangea un regard avec Hastings. « Peut-on voir sa chambre »
Partridge hésita. « Bien sûr, mais je dois dire, monsieur, que tout cela est très pénible. » La chambre de Lady Willoughby était impeccable, trop impeccable. Le lit était fait, le bureau dégagé, l'air légèrement parfumé à l'eau de rose. Mais le regard de Poirot se porta, comme toujours, sur des détails ignorés des autres. La légère empreinte d'une bague sur le buvard, le coin déchiré d'une lettre près de la corbeille, à papier, une bougie à moitié consumée, malgré la présence d'une lampe électrique. « Dites-moi, » dit-il doucement, « est-ce que Lady Willoughby correspond souvent par courrier ?» Partridge hocha la tête. « Tous les jours, monsieur, généralement chez son notaire ou sa sœur, à Bath. »« Et hier ?» Le majordome réfléchit un instant. « Une seule enveloppe, monsieur. Elle a été remise en main propre à la gare de Paddington. »« Ah !» murmura Poirot en se baissant pour ramasser le morceau de papier déchiré. Il le retourna et lut à voix haute les mots encore visibles. Le compartiment sera prêt. Minuit. Pas de témoin. Il leva les yeux brusquement. « Hastings, mon ami, qu'en penses-tu » Hastings semblait perturbé. On dirait une sorte d'arrangement. Peut-être un rendez-vous. Ou une conspiration, dit doucement Poirot. Plus tard dans l'après-midi, ils retournèrent à la gare. Le brouillard s'était épaissi, formant un rideau argenté et terne. Grange avait fait venir les archives de la gare de Paddington, et maintenant, sous la lueur jaune de la lampe, il les examinait. Lady Willoughby et sa femme de chambre ont été aperçues par le portier, dit Grange. Il le jure. Elle portait une cape de voyage grise et un large chapeau. Poirot hocha la tête d'un air absent, feuilletant le registre. Et pourtant, elle n'est pas sur la bobine de sécurité du quai. « La bobine ?» demanda Hastings. « Tu parles du film de surveillance. » « Exactement, mon ami. Le film est imparfait. Il filme tous les quais, mais pas la porte d'entrée. Pourtant, on s'attendrait à apercevoir au moins Notre-Dame. » Il leva les yeux. « Vous voyez la contradiction ? Le portier se souvient d'elle avec précision, mais il n'y a aucune trace visuelle. Un faux souvenir, peut-être, influencé par une suggestion ?» Grange fronça les sourcils. « Tu veux dire quelqu'un posé comme Lady Willoughby ?»« Oui. Et je commence à penser que tout le train a peut-être été choisi pour cette raison. » Hastings se fronça les sourcils. « Tu veux dire que c'était une mise en scène ?» Le regard de Poirot se porta sur la vitre tachée de pluie. « C'est possible. Imaginez. Un cortège d'ombre, un tableau conçu pour tromper. Et notre malheureux conducteur, Monsieur Leclerc, a découvert quelque chose qu'il n'aurait pas dû. » Grange se frotta le menton. « Mais qui irait jusqu'à ce point? La compagnie ferroviaire? Un sabotage industriel ?» Poirot sourit faiblement. « On recherche toujours le grand mobile, le politique, le dramatique. Pourtant, je trouve que c'est généralement le petit, l'humain, l'orgueil, la jalousie, l'amour. » Il marqua une pause, les yeux plissés. « Dites-moi, inspecteur, avez-vous interrogé l'ingénieur? Chauffeur Hobbs, il est dans la cour. » Le cocher Hobbs était un homme trapu, la mâchoire hérissée et l'air nerveux. Il tira sur sa casquette à l'approche de Poirot. « J'ai tout dit à la police, monsieur. Le signal était clair, la voix était stable. Puis, un brouillard plus épais que de la soupe. Je pensais avoir mal évalué la distance. Arrivé à Attercombe, les voitures étaient vides. »« Vides ?» répéta Poirot. « Tu veux dire entièrement ?» Hobbs hocha la tête, les mains tremblantes. Sauf le compartiment des gardes. Leclerc était parti, porte ouverte. Mais il y avait une odeur étrange, comme du parfum et de la poudre. Le regard de Poirot s'éclaira. « Et les voitures ?
Étaient-elles fermées à clé? Oui, monsieur, verrouillées de l'intérieur. Mon Dieu, murmura Poirot. Alors, celui qui a arrangé cette affaire était non seulement rusé, mais aussi extrêmement précis. He turned away, lost in thought, murmuring to himself in French. Un train vide, des bagages en ordre, une femme disparue. Tout est trop parfait. Tuteuil, soir-là, en rentrant à l'auberge, Hastings vit que Poirot était inquiet. Il était assis devant le feu, les mains jointes, le regard perdu dans le vide. « Poirot, dit Hastings, pensez-vous que la disparition de Lady Willoughby est liée à la mort de Leclerc ?» Poirot ne répondit pas immédiatement. Finalement, il dit « Je pense, mon ami, que nous sommes censés penser ainsi. C'est précisément pourquoi j'en doute. » Hastings gémit. « Mais alors qui... » « Chut !» Poirot leva le doigt. « Le moment n'est pas encore venu de tirer des conclusions. Mais il y a une chose, Hastings, qui me trouble profondément. » « Qu'est-ce que c'est ?» Poirot se pencha en avant, le visage à moitié éclairé par la lumière du feu. Le portier qui a vu Lady Willoughby, il l'a décrite comme portant une valise grise. Pourtant, la vraie Lady Willoughby possédait une malle en cuir cramoisi. Gris, cramoisi. C'est peu de choses, peut-être, mais les petites choses, mon ami, sont l'essence même de la vérité. Hastings le fixa du regard. « Tu crois qu'il a menti ?»« Je pense, » dit doucement Poirot, « que quelqu'un lui a fait se souvenir faussement. » Le détective belge s'est assis, la lueur du feu scintillant dans ses yeux. « Cela commence, » murmura-t-il, à sentir la manipulation, et le meurtre de la manière la plus subtile. Dehors, le vent hurlait sur la lande, emportant avec lui le bruit lointain et lugubre d'un train qui n'arriverait jamais. Le lendemain matin était clair mais froid, la lande luisante d'un gel qui transformait chaque brin d'herbe en fil d'argent. Hercule Poirot se tenait à la fenêtre de l'auberge, contemplant les rails qui se transformaient en brume. Hastings, assis près du feu, était à mi-chemin de son petit déjeuner, lorsque Poirot prit la parole. « Mon cher Hastings, dit-il pensivement, ne trouvez-vous pas étrange que le train lui-même n'ait pas été examiné aussi minutieusement que les passagers ?» Hastings leva les yeux. « Je croyais que l'inspecteur Grange avait ordonné une fouille complète. » « Un mécanisme, oui, » dit Poirot. « Les ingénieurs ont examiné les roues, les attelages, les freins. Mais qui, je vous le demande, a examiné la psychologie du train? La psychologie, mon Dieu, Poirot, ce n'est pas une personne. »« Mais oui, mon ami. » Poirot smiled faintly. « But the model, l'ordre, ah, c'est ce qui révèle la touche humaine. Les compartiments étaient disposés avec précision, les sièges choisis avec intention. Quelqu'un, Hastings, a organisé cette disparition, comme on organise une pièce de théâtre. » Il se retourna brusquement, les yeux brillants. « Il faut aller dans la cour. » La gare de triage de Bridgeley était une étendue sinistre de métal et de brouillard. Le train disparu y avait été amené pendant la nuit. 8 wagons, luisant faiblement dans la lumière matinale, leur peinture ternie par le givre. Une poignée de cheminots fumaient près de la locomotive, leur souffle s'élevant comme des signaux de fumée dans l'air froid. L'inspecteur Grange les accueillit à la porte, l'air maussade. « Vous ne trouverez rien de nouveau ici, Poirot. Nous avons vérifié chaque compartiment 2 fois. »« Ah, mais vous avez regardé, passe-vous, » dit Poirot avec un doux reproche. « Commençons par la 3e voiture. » Grange soupira et ouvrit la marche. Poirot entra dans le compartiment de première classe, son regard scrutant chaque recoin, la sellerie, les porte-bagages,
les légères empreintes sur les coussins de velours. Il passa une main gantée sur le rebord de la fenêtre, puis marqua une pause. « Qu'est-ce que c'est » demanda Hastings. Poirot leva son doigt, recouvert d'un léger résidu, de la poudre fine, blanche et inodore. « Et regardez, sur le siège d'en face, vous voyez la même faible trace. » Grange se pencha pour inspecter. « De la farine, peut-être ?»« Non, » dit doucement Poirot. « De la poudre, cher, français. »« Le compartiment des dames, » murmura Hastings. « Peut-être, mais remarquez, il y a 2 mégots, ici, et la cendre est turque. Lady Willoughby ne fume pas. Pourtant, celui qui était assis là fumait nerveusement. Voyez-vous l'irrégularité de la cendre, le tremblement de la main ?» Les sourcils de Grange se haussèrent. Alors, elle n'était pas seule. « Exactement, » dit Poirot. Et en plus, elle était accompagnée d'un homme qui fumait des cigarettes turques et portait un manteau de laine doublé de velours. « Du velours ?» demanda Hastings, déconcerté. Poirot sourit faiblement et désigna quelque chose du doigt. Sur la coudoir, une courte fibre sombre s'accrochait au tissu. La plus petite preuve, mon ami, et pourtant si révélatrice. Ils passèrent à la voiture suivante. Poirot s'agenouilla près du sol, examinant une petite vis en laiton posée dans un coin. Une vis du porte-bagages, récemment retirée, et pourtant, aucun signe de dommage. « Que suggérez-vous » demanda Grange. « Que quelqu'un a caché quelque chose, peut-être un message, peut-être une clé. Puis il l'a emporté avant l'arrivée du train. » Poirot se leva. « Mais il faut être prudent, mes amis. Le véritable indice ne criera pas, il murmurera. » Ils atteignirent en dernier le fourgon de garde, le compartiment où le conducteur Leclerc avait été retrouvé. Une odeur d'huile et de métal flottait dans l'air, mêlée à ce parfum que Hobbes avait décrit. Poirot se pencha sur le plancher. Hastings rapproche la lampe. Hastings l'a fait, et Poirot a pointé du doigt une légère éraflure menant à la porte arrière, à peine visible, mais récente. « La porte s'est ouverte en mouvement, » dit-il doucement. « Quelqu'un est sorti, ou est entré, du train, alors qu'il roulait encore. » Grange fronça les sourcils. « Impossible, la vitesse les aurait tués. »« Pas si le train ralentissait, » dit Poirot, brièvement, peut-être dans un virage ou dans le brouillard. Et remarquez, la marque est intérieure, pas extérieure. Quelqu'un est monté à bord. » Le visage de Grange s'assombrit. « Ça veut dire que ce n'était pas un accident, c'était une interception. »« Exactement, » dit Poirot. « Un remplacement. Un passager a été retiré, un autre a été ajouté. Le train a continué, mais avec des passagers différents. » Il se redressa, la voix calme mais chargée de sens. « Et maintenant, inspecteur, nous devons trouver celui qui devait disparaître et qui a pris sa place. » Plus tard dans la journée, ils retournèrent à l'auberge pour un déjeuner tardif. Poirot mangea avec une précision discrète, mais Hastings remarqua que l'esprit du détective était ailleurs. « Tu as quelque chose, n'est-ce pas ?» dit finalement Hastings. Poirot s'essuya les lèvres avec sa serviette. « Un soupçon, rien de plus. Il y a un lien entre Lady Willoughby et le chef d'orchestre Leclerc, je crois. Ils partageaient un secret, quelque chose en rapport avec cette lettre qu'elle avait envoyée à Paddington. Celle qui disait que le compartiment était prêt. Tout à fait. J'ai écrit au chef de gare pour confirmer la livraison. Si l'enveloppe a été remise à un porteur, nous le saurons. OMS, je l'ai reçu. » Il se renversa en arrière, le regard perdu dans le vide. « Tu te souviens, Hastings, de l'odeur sur le plancher du fourgon de garde ? » ?»« Oui, du parfum et de la poudre à canon. » « Exactement.
2 éléments qui ne devraient pas coexister. Le parfum dissimule, la poudre révèle. C'est l'éternel combat entre l'artifice et la vérité. Hastings fronça les sourcils. « Tu veux dire que quelqu'un a essayé de brouiller les pistes ?» Poirot hocha la tête. « Oui, mon ami, mais je commence à penser que la couverture était trop élégante, trop délibérée. Notre coupable n'est pas une brute, c'est un artiste de la tromperie. » Grange renifla. « Tu donnes l'impression que c'est du théâtre. » Poirot sourit faiblement. « C'est possible. Chaque crime, inspecteur, est un drame. Il a son public, ses acteurs et son rappel. » Ce soir-là, un télégramme arriva de Londres. Poirot l'ouvrit d'un mouvement du poignet, parcourant rapidement les lignes du regard. « Ah !» murmura-t-il. « L'intrigue se corse. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Hastings. « La lettre envoyée par Lady Willoughby, » dit Poirot, « n'a jamais été reçue par son notaire, ni par sa sœur, ni par sa femme de chambre. Elle a bien été livrée, mais à une boîte privée, récemment louée au nom de Monsieur Arnold Leclerc. »« Leclerc » s'exclama Hastings. « Le chef de train ?»« Exactement la même chose, » dit Poirot à voix basse. « Et maintenant, Hastings, nous devons envisager une possibilité des plus curieuses, que le mort n'était pas la victime. » Les yeux de Grange s'écarquillèrent. « Tu veux dire qu'il en faisait partie ?» Poirot se leva, sa silhouette se découpant nettement dans la lumière du feu. « Peut-être, ou peut-être était-il le pion qui a fait son temps. » Il s'approcha de la fenêtre, contemplant la lande, où le brouillard avait recommencé à s'amonceler. « Quelqu'un a utilisé le train comme scène, mes amis. Ils ont chorégraphié chaque instant, chaque témoin, chaque illusion. Mais ils ont oublié une chose. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Hastings. « Le cœur humain, » dit doucement Poirot. « Il n'obéit pas à la logique. Il se trahit au moindre geste, et quand il le fera, je serai là pour le constater. » Dehors, un sifflement retentit faiblement dans la brume, un train lointain, arrachant le silence. Poirot se retourna, les yeux brillants d'une certitude tranquille. « Le prochain mouvement, » a-t-il déclaré, « ne viendra pas de nous, mais d'eux. » Il était un peu plus de 9 heures le lendemain matin, lorsque l'aubergiste apporta un télégramme à la table du petit-déjeuner de Poirot. L'inspecteur, parfaitement posé dans son costume gris sur mesure, déplia le feuillet avec une précision méticuleuse. Hastings, toujours impatient de révélation, tenta de déchiffrer son expression, mais le visage de Poirot demeurait impassible. Il termina sa lecture, plia soigneusement le papier et dit « Ah, mon cher Hastings, il semble que notre jeu gagne une nouvelle pièce. »« Qu'est-ce que ça dit ?» demanda Hastings avec empressement. « La servante, mademoiselle Evans. On l'a retrouvée. »« Trouvée ? » ?»« Oui, mais pas vivante. » Le ton de Poirot était grave. Son corps a été découvert à l'aube, près d'une voie de garage, à l'extérieur de Bath. Caché sous une vieille bâche, une seule blessure par balle, à la poitrine. Hastings le fixa, oubliant son toast. « Bon sang, Poirot, alors c'est réglé. Lady Willoughby a dû être enlevée, et sa femme de chambre réduite au silence pour l'empêcher de parler. » Poirot leva la main. « Calme-toi, Hastings. L'affaire n'est pas si simple. La mort de la servante complique tout. Ce n'est pas l'acte d'un criminel désespéré, c'est trop propre. » Il tapota pensivement le télégramme. Un silence, certes, mais aussi un message. L'inspecteur Grange, qui venait d'entrer dans la salle à manger, tira une chaise. « La police de Bath a prévenu il y a 1 heure, » dit-il d'un ton sombre. « Le corps ne porte pas de papier d'identité, mais la description correspond. Vêtements déchirés, traces de lutte et un petit médaillon à la main avec les initiales de Lady Willoughby. »« Ah, » dit Poirot,
La touche sentimentale, toujours dangereuse pour l'esprit criminel, elle révèle plus qu'elle ne cache. Hastings fronça les sourcils. Mais c'est sûrement la preuve de leur lien. Exactement, dit doucement Poirot. Et donc, mon cher Hastings, je trouve cela suspect. À midi, ils étaient sur la route de Bath, la campagne défilant sous un ciel bas et sans couleur. Hastings conduisait, jetant de temps en temps un coup d'œil à Poirot, assis dans un silence pensif, les doigts serrés. Finalement, Hastings s'aventura. « Vous pensez que ce meurtre a été mis en scène ?» Poirot se tourna vers lui, les yeux légèrement plissés. « Tu te souviens, Hastings, de la règle de symétrie ? J'ai bien peur que non. La nature, mon ami, est rarement symétrique, mais l'esprit humain recherche l'équilibre. Lorsqu'un crime est commis, le criminel imite inconsciemment ce désir d'ordre, le même parfum, dans deux compartiments, la même illusion, une disparition contrebalancée par une mort. Vous voyez ? Hastings cligna des yeux. Tu veux dire que quelqu'un a créé ce deuxième crime pour refléter le premier ? Exactement, dit Poirot. La mort de la servante est l'écho du mystère du train. Une diversion qui donne l'impression que le schéma est complet. À la gendarmerie de Bath, on les conduisit dans une petite pièce froide où étaient disposées les affaires de la femme de chambre. Poirot les examina une à une. Un mouchoir déchiré, un peigne bon marché, une bourse contenant quelques pièces et le médaillon. À l'intérieur se trouvait une petite photographie. Lady Willoughby et Miss Evans, debout côte à côte dans un jardin, toutes deux souriant faiblement. Grange croisa les bras. On dirait quelqu'un qui n'avait pas prévu de disparaître. Poirot y hocha la tête distraitement. Non, mais peut-être que quelqu'un d'autre l'ait prévu pour elle. Il se pencha vers le médaillon, les yeux plissés. Hastings, remarquez-vous la légère décoloration près de la charnière ? Oui, une sorte de résidu. Du vernis, dit doucement Poirot, appliqué récemment. Et regardez, la photo n'est pas originale. Elle n'a pas été réimprimée, recadrée. Vous voyez comme le visage de Lady Willoughby est légèrement plus net que celui de la servante ? Ce n'est pas une coïncidence. Tu veux dire qu'il a été modifié ? Oui, et terriblement. Le but ? Renforcer l'illusion de proximité entre elles. Quelqu'un veut nous faire croire que Lady Willoughby et Miss Evans étaient inséparables. Grange fronça les sourcils. Mais en quoi cela aurait-il de l'importance ? Poirot sourit faiblement. Parce que, cher inspecteur, quand tout le monde croit à l'existence d'un lien, il devient plus facile de se cacher derrière. Ils se rendirent ensuite à l'endroit où le corps avait été retrouvé, un terrain désolé près d'une voie ferrée, où flottait encore une forte odeur de terre humide. Poirot s'agenouilla près de la voie, inspectant le gravier à l'aide d'une petite loupe. « Le corps a été traîné d'ici, » murmura-t-il. « Notez les traces de griffures. Elles correspondent à des bottes, pas à des chaussures de femme, et ceci. » Il ramassa un mégot de cigarette, parfaitement conservé par le froid. Un mélange turc, le même que celui retrouvé dans le compartiment de Lady Willoughby. Grange jura dans sa barbe. Le même homme. Ou le même dessin, dit Poirot. Il ne faut pas présumer que notre méchant fume, mais seulement qu'il veut nous le faire croire. Hastings semblait mal à l'aise. Poirot, vous insinuez que quelqu'un construit le crime comme un puzzle. Précisément, dit Poirot. Un ensemble d'illusions, chacune renforçant la précédente. Chaque découverte que nous faisons, Hastings, a été préparée pour nous. Ce soir-là, de retour à l'auberge, Poirot demanda qu'on appelle immédiatement le chef de gare de Paddington,
Un homme rond et anxieux nommé Copley arriva après la tombée de la nuit, son chapeau melon serré nerveusement dans ses mains. « Monsieur Copley, dit doucement Poirot, vous avez reçu une lettre de Lady Willoughby la semaine dernière, n'est-ce pas ?» Copley cligna des yeux. « Je ne suis pas sûr de vous suivre, monsieur. » La lettre concernant un compartiment réservé dans le train de minuit. C'est vous qui avez arrangé les choses. Oh, oui, ça vient d'un cabinet d'avocats, monsieur, maître Durand, du cabinet Durand & Fields. Durand, répéta doucement Poirot. Un nom qui a déjà fait surface. Grange fronça les sourcils. Tu le connais? Poirot hocha la tête. Un avocat réputé pour sa discrétion. Trop de discrétion, peut-être. Il se tourna vers Copley. Et la lettre, était-elle écrite de la main de Lady Willoughby? Je ne saurais le dire, monsieur. C'était tapé à la machine. Tapé à la machine, murmura Poirot. Et signé de son nom, je suppose. Oui, monsieur, parfaitement net, aucune tache, ni erreur. Les yeux de Poirot brillèrent. Bien sûr que non. Un faux si parfait qu'il passe inaperçu. Copley s'agita, mal à l'aise. « J'ai simplement fait ce qu'on m'a dit, monsieur. J'ai réservé le compartiment et j'ai envoyé l'accusé de réception. » Et à qui a-t-il été envoyé? Le même numéro de boîte, monsieur. Arnold Leclerc. Un long silence s'installa. Le visage de Poirot se figea, son expression grave. « Merci, monsieur, dit-il finalement. Vous m'avez été d'une grande aide. » Une fois Copley parti, Hastings se pencha avec empressement. « Poirot, qu'est-ce que ça veut dire ?» Poirot resta immobile, les yeux mi-clos, comme s'il organisait mentalement des pièces invisibles. « Cela signifie, mon cher Hastings, que notre chef d'orchestre, M. Leclerc, n'a pas été choisi par hasard. Il était au cœur même de cette affaire. » Grange fronça les sourcils. « Tu crois qu'il avait une liaison avec Lady Willoughby? Peut-être. Ou alors il a été créé pour le paraître. Une fausse histoire d'amour, une fausse lettre, une fausse disparition. Chaque couche en cache une autre. » Il se leva et lissa ses revers. « Mais maintenant, nous avons du nouveau. La mort de la servante, que cela ne faisait pas partie du plan initial. C'était du désespoir. Le criminel devient nerveux. » Hastings déglutit. Et ensuite, Poirot se tourna vers la fenêtre, son reflet, éclairé par la lueur orange de l'âtre. Quand un menteur, à l'aube, elle filtrait lentement à travers les rideaux de la chambre de Poirot, baignant l'espace d'une lumière froide et argentée. Hastings, encore à moitié vêtu et bâillant, trouva Poirot déjà assis à son bureau, une petite tasse de chocolat fumant à côté de lui et plusieurs lettres soigneusement étalées sur le buvard. « Tu es debout depuis des heures, » dit Hastings en se frottant les yeux. « Qu'écris-tu » Poirot leva les yeux, le visage illuminé d'une satisfaction silencieuse. « Une requête, mon ami. Au cabinet Durand & Fields, je désire rencontrer M. Durand en personne. » Hastings fronça les sourcils. « L'avocat mentionné par le chef de gare ?»« Justement. Vous vous souvenez, Hastings, que chaque fil que nous suivons mène à un nom qui se répète. D'abord Leclerc, puis le compartiment réservé, et maintenant cet intermédiaire légal. Le bon monsieur Durand, je le soupçonne, en sait bien plus qu'il ne le voudrait. » Il scella la lettre d'un geste précis, puis ajouta doucement. « Quand on voit une ombre projetée trop clairement sur le mur, il faut chercher la lampe qui l'a créée. » En milieu de matinée, ils arrivèrent chez Durand & Fields, un établissement discret niché dans une rue calme, près de Pall Mall. La plaque de laiton de la porte était polie comme un miroir, et l'air intérieur embaumait une légère odeur d'encre et de cirage. Un employé, pâle
et nerveux, les conduisit dans un salon privé. M. Durand entra quelques instants plus tard. Un homme grand, aux cheveux gris fer, portant des lunettes à pince-nez et arborant un sourire qu'on aurait pu prendre pour de la chaleur. « Monsieur Poirot, dit-il d'une voix douce, enchanté, j'ai souvent entendu votre nom. En effet, murmura Poirot, tout le plaisir est pour moi, je vous l'assure. Ils s'assirent. Durand joignit les doigts. Mon commis m'a dit que vous vous renseigniez sur Lady Willoughby. À propos d'une lettre, corrigea doucement Poirot. Une lettre aménageant un compartiment à son nom. Durand hocha la tête, imperturbable. Oui, on m'a demandé de faire cette réservation par les voies officielles. Par Lady Willoughby elle-même? Bien sûr, répondit Durand aussitôt. Elle a envoyé le mot dactylographié par la poste, avec son acompte habituel. Poirot haussa les sourcils. Ah, vous avez déjà eu affaire à elle? Le sang-froid de Durand vacilla légèrement. Une ou deux fois, oui, pour des questions d'héritage mineurs. Poirot se pencha en avant. Alors, tu reconnaîtrais sa signature? Je voudrais. Alors, monsieur Durand, dit doucement Poirot, en faisant glisser un papier sur le bureau. Vous constaterez que cette signature, tirée de la lettre adressée au chef de gare, n'est pas la sienne, c'est un faux. La main de Durand hésita une fraction de seconde, avant qu'il ne sourit à nouveau, légèrement. Je vois. Vous en êtes certain. Tout à fait. Le duit trop ferme, trop masculin. La main de Lady Willoughby tremblait légèrement dans ses traits descendants. Aucune femme de son caractère n'aurait écrit avec autant de détermination. Une légère rougeur monta aux joues de Durand. « Vous avez l'œil vif, monsieur ?»« C'est mon affaire, » dit Poirot d'un ton doux. « Dites-moi au biais de moi, qui a récupéré l'accusé de réception au bureau de la gare ?» Durand ajusta son pince-nez. « Un messager, comme d'habitude. Décrivez-le, s'il vous plaît. Grand, manteau sombre, main gantée, rien de remarquable. » L'expression de Poirot ne changea pas, mais ses yeux brillèrent. Sans aucun doute, le messager oubliable, l'homme invisible de Londres. Durand remua légèrement sur sa chaise. Je ne vois pas en quoi cela concerne mon entreprise. Cela concerne tous ceux qui sont touchés par la tromperie, monsieur Durand. Lettres falsifiées, faux noms, serviteurs morts. Ces choses ne naissent pas du néant. Un long silence s'ensuivit. Poirot attendait, patient et immobile. Hastings sentit l'atmosphère s'épaissir. Enfin, Durand prit la parole, la voix plus basse. « S'il y a eu falsification, je vous assure que c'était à mon insu, mais... » Il hésita, jetant un coup d'œil vers la porte close. Il y avait un visiteur. Un monsieur est venu une semaine avant la disparition pour s'enquérir des projets de voyage de Lady Willoughby. Poirot leva les yeux. « Un gentleman ?» Durand hocha la tête. Il a dit qu'il était son cousin. Il a donné le nom d'Armand Leclerc. Hastings sursauta. Le même nom que le chef d'orchestre. Poirot ne bougea pas. « Et vous l'avez cru, monsieur Durand ?» Le regard de Durand se posa sur le bureau. Il avait des lettres, des références. Il parlait même d'affaires familiales que je ne pouvais pas connaître. Le ton de Poirot s'adoucit. Et le domaine de Willoughby se dressait aux confins du Berkshire, caché au cœur d'une lande balayée par le vent, encadré de chênes centenaires dont les branches se tordaient, comme des doigts noircis, dans la brume matinale. Hastings, tandis que la voiture s'engageait, dans la longue allée de gravier, sentit un frisson le parcourir. La maison, massive, solennelle et fermée, ressemblait moins à un foyer qu'à un mausolée de secrets. Poirot, assis à côté de lui, ajusta ses gants et regarda droit devant lui, avec une intensité silencieuse. «
Observe, Hastings, murmura-t-il. Même en son absence, la personnalité de sa maîtresse demeure. Les rideaux tirés, les cheminées froides, et pourtant, tout est agencé avec symétrie. Lady Willoughby était une femme qui aimait son monde, contrôlée. Cela nous en dit long. L'inspecteur Grange, qui les avait rejoints dans sa propre voiture, les suivait. Lorsqu'ils s'arrêtèrent, le majordome, un homme grand et grisonnant nommé Frobisher, les rejoignit sur le perron. Son expression était posée, mais une tension évidente se lisait sur ses lèvres. « Bonjour, messieurs, » dit-il gravement. « Nous avons été informés de votre visite. La gouvernante, Madame Armitage, vous conduira à l'appartement de la défunte. »« Merci, » dit doucement Poirot. « Mais d'abord, j'aimerais vous parler, monsieur Frobisher. Vous êtes au service de Lady Willoughby depuis longtemps. »« 32 ans, monsieur, » répondit l'homme, « depuis avant son mariage avec Sir Reginald. Et depuis sa mort, je suis resté pour gérer le ménage. » Le regard de Poirot était doux. « Vous êtes loyal, c'est louable. Dites-moi, votre maîtresse semblait-elle inquiète les jours précédant sa disparition ?» Frobisher hésita. Mal à l'aise, oui, mais pas effrayée. Elle était préoccupée, je crois. Des lettres sont arrivées. Elle en a brûlé plusieurs, sans les lire. « Des lettres ?» répéta Hastings rapidement. « De qui ?» Le majordome secoua la tête. Il n'y avait aucun nom, seulement une adresse dactylographiée sur les enveloppes. Tout ce que je sais, c'est qu'après en avoir lu une en particulier, elle a ordonné à sa femme de chambre de préparer une valise. Le lendemain, elle est partie pour Londres. Poirot haussa légèrement les sourcils. Seul, avec la femme de chambre, monsieur. Et tu n'as revu ni l'un ni l'autre depuis. Ni l'un ni l'autre, monsieur. Poirot hocha lentement la tête. Très bien. Ce sera tout pour le moment. Tandis que le majordome partait, Hastings murmura. Des lettres, Poirot. Cela concorde parfaitement avec le faux et la version de l'avocat. Poirot ne dit rien, mais une légère lueur de satisfaction passa sur ses traits. Madame Marmitage, la gouvernante, était une femme sévère, à la voix aiguë et au regard encore plus aigu. Elle les conduisit à l'étage, dans un couloir lourd de silence. Une épaisse couche de poussière recouvrait les tapis. L'air sentait vaguement la lavande et le thym. « C'était la chambre de madame, » dit la femme en ouvrant la porte. « Je l'ai laissée telle qu'elle. » Poirot entra. La pièce était vaste, immaculée et étrangement sans vie. Sur la coiffeuse se trouvait un assortiment de flacons en cristal, une brosse en argent et un recueil de poésie française. Une bougie à moitié consumée reposait près du miroir. Sa cire durcie à mi-goutte. Il avançait lentement, examinant chaque objet avec sa délicatesse habituelle. « Remarque, Hastings, la bougie n'était qu'à moitié allumée. Cela suggère qu'elle était partie subitement, avant de se coucher. » Grange examina le foyer. Plus de cendres pendant au moins une semaine. « Oui, » murmura Poirot. « Et pourtant, voyez-vous, pas de poussière sur cette table, bien que le reste de la pièce soit à l'abandon. Quelqu'un est venu ici depuis sa disparition. » La gouvernante se raidit. « C'est impossible, monsieur. La chambre est fermée à clé. »« Verrouillée, oui, » dit doucement Poirot. « Mais les clés peuvent être copiées. » Il s'agenouilla près de la coiffeuse, observant la silhouette floue où un objet avait autrefois reposé. Un cadre, peut-être, récemment retiré. Madame Armitage fronça les sourcils. Madame y gardait une photo, celle d'un jeune homme, son neveu, je crois. Elle a disparu le lendemain. « Son neveu », répéta Poirot. « Et comment s'appelait-il ? Monsieur Henry Durand. » Hastings se retourna brusquement.
Durand. Les yeux de Poirot brillèrent. En effet, l'ombre du notaire s'allonge, n'est-ce pas? Ils se dirigèrent vers le petit bureau attenant à la chambre. C'est là que Poirot trouva ce qu'il appela plus tard le murmure de la vérité. Sur le bureau se trouvait une liasse de papier à lettres inutilisées, plusieurs lettres et un buvard. Poirot leva le bloc-notes à la lumière. « Hastings, ma loupe, s'il vous plaît. » Il examina les légères empreintes à la surface du papier, le regard perçant. Ah, les derniers mots qu'elle a écrits avant de disparaître. Il lut à voix haute et doucement. « Si vous insistez pour ce rendez-vous, il doit avoir lieu au lieu convenu. Plus de lettres. Vous ne pouvez pas m'effrayer. » Hastings expira. « Mon Dieu, Poirot, on la faisait chanter. »« Il semblerait bien, » dit Poirot calmement. « Mais les apparences, comme vous le savez, sont souvent trompeuses. » Grange était, la bibliothèque du domaine Willoughby était vaste, son haut plafond, assombri par les ombres du temps, et ses étagères garnies de volumes, reliés de cuir dont les dos brillaient faiblement dans la lumière de l'après-midi. Une odeur de papier moisi et de bois ciré flottait dans l'air. Hastings suivit Poirot à l'intérieur, éprouvant un sentiment de recueillement et de malaise, comme si la pièce elle-même était consciente des secrets qu'elle renfermait. Poirot s'arrêta à l'entrée, ajustant sa cravate avec sa précision habituelle. Hastings observait l'agencement de la pièce. Chaque livre était parfaitement aligné, chaque chaise à sa place. Lady Willoughby maintenait l'ordre, même en son absence. Un esprit si exigeant, pourtant capable de disparaître complètement, cela m'intrigue. Hastings jeta un coup d'œil aux étagères. Mais Poirot, que cherchons-nous ici? Des indices? Patience, mon ami. Des indices, oui, mais aussi signes de présence, les choses qu'on ne peut pas forger, les habitudes subtiles laissées derrière soi comme des empreintes de pas dans le sable. Ils s'enfoncèrent dans la pièce, la moquette épaisse, étouffant leurs pas. Poirot scruta méthodiquement les étagères, notant la position de certains livres, la légère décoloration de certaines reliures en cuir et la fine couche de poussière disloquée par endroits. « Ah !» murmura-t-il en se baissant pour examiner le sol près de la table centrale. Des empreintes de pas de tailles diverses. Remarquez Hastings. Les plus petites sont celles d'une femme, probablement mademoiselle Evans, la femme de chambre, et celles-ci, plus grandes et plus lourdes, appartiennent à un homme. L'inspecteur Grange se pencha pour examiner les empreintes. « Alors quelqu'un est venu ici après la bonne ?» demanda-t-il en désignant des marques qui se chevauchaient. Poirot hocha la tête. « En effet, mais pas seulement. Celui qui a emménagé ici a laissé une trace. Intentionnelle ou inconsciente, on ne peut pas encore le dire. » Hastings se pencha. « Un motif ? » ?»« Oui, » dit Poirot en se dirigeant vers la table centrale. Dessus se trouvait une petite pile de lettres, pliées et soigneusement superposées. Voyez comme elles sont disposées. Elles ne sont pas désordonnées. Quelqu'un souhaite guider notre perception, suggérer l'ordre là où règne le chaos. Grange fronça les sourcils. « Tu veux dire que le criminel les a laissés comme une traînée ?» Poirot secoua la tête. « Non. Une piste implique un désir d'être retrouvé. C'est une diversion. Chaque élément ici est une fausse note dans une symphonie, destinée à distraire. » Poirot souleva la lettre du haut et la présenta à la lumière. L'écriture était nette, presque mécaniquement précise. « Hastings, reconnaissez-vous ce style ?» Hastings jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « On dirait les lettres que nous avons vues,
tapé à la machine, mais signé à la main. Exactement, dit Poirot. Pourtant, la signature est délibérée, trop cohérente, dépourvue de l'hésitation d'une véritable écriture. Une contrefaçon, oui, mais avec une intention qui va au-delà de la simple imitation. Il posa la lettre et se dirigea vers la cheminée, où la silhouette d'une photographie était visible dans la suie. L'essuyant délicatement, il révéla une image de Lady Willoughby et d'un homme, vraisemblablement Henry Durand, son neveu, posant de manière formelle, mais intime. Ah, Hastings, c'est significatif. L'emplacement suggère une exposition délibérée, mais la suie indique qu'elle a été récemment dérangée. Grange se gratta la tête. Alors quelqu'un manipule sa maison, laisse des indices et nous induit en erreur. Exactement, dit Poirot en marchant lentement. Et remarquez le choix des pièces, la chambre, le bureau, la bibliothèque. Autant d'espaces où se révèlent les habitudes et les désirs d'une personne. Celui qui est derrière tout ça veut nous dévoiler certaines vérités tout en cachant d'autres. Un bruit soudain attira leur attention. Une fenêtre, au fond, claqua contre son cadre, malgré l'absence de vent. Poirot plissa les yeux. Ah, mon Dieu, un visiteur peut-être qui ne souhaite pas être observé. Hastings jeta un coup d'œil par la fenêtre. On enquête? Poirot lui fit signe de reculer. Patience. Souvent, Hastings, il suffit d'observer et d'attendre. Les coupables, comme les acteurs, se trahissent par impatience. Grange s'approcha pour sécuriser la pièce, tandis que Poirot retournait à la table centrale et prenait un lourd registre relié en cuir. Il le feuilleta avec un soin méticuleux. Les comptes de la maison, tenus avec soin. Pourtant, voyez ici, 2 entrées barrées au crayon. Les dates correspondent à l'arrivée et à la disparition de la servante. Hastings se pencha, les yeux plissés. Barré? Pourquoi? Peut-être parce que quelqu'un voulait effacer les traces de sa présence, ou peut-être par crainte d'être découvert, dit doucement Poirot. Mais un esprit prudent laisse des traces. Même l'effacement révèle une intention. Il tapota doucement le registre. C'est là que se trouve le cœur du piège. Quelqu'un est intelligent, certes, mais sa main est entravée par la peur, l'urgence. C'est là que les erreurs surviennent. Poirot se tourna vers Grange. Inspecteur, réfléchissez à ceci. Les fausses lettres, la fausse identité de Leclerc, la manipulation de l'avocat Durand et le carnet retrouvé dans les temps. Tout cela pointe vers un même esprit, mais cet esprit est fêlé. Grange fronça les sourcils. Des fissures? Oui. Un observateur attentif laisse inconsciemment des indices, même lorsqu'il planifie la perfection. Empreintes de pas, traces de suie, objets mal alignés, de petites erreurs qui trahissent leur présence. Hastings chuchota. Nous pourrions donc être plus proches que nous le pensons? Poirot sourit faiblement. Nous sommes effectivement plus près. Hastings, le criminel se croit invisible, capable d'orchestrer les événements sans surveillance. Pourtant, l'esprit humain n'est jamais totalement caché. Alors que l'après-midi s'achevait, Poirot demanda à la gouvernante d'apporter du thé. Pendant qu'elle s'affairait, il examina le portrait de Lady Willoughby au-dessus de la cheminée. Son expression était calme, presque royale, mais ses yeux semblaient contenir un avertissement muet. « Mon ami, » murmura Poirot à Hastings, « observe la subtilité des émotions humaines capturées ici. Les yeux racontent une histoire, la détermination d'agir, le courage de défier, la peur de la trahison. Autant de qualités qui nous guideront vers la vérité. » Hastings frissonna. « Poirot,
Tu crois qu'elle est encore en vie ?» Poirot ne répondit pas immédiatement. Il laissa le silence s'épaissir, seul résonnant le tic-tac de l'horloge et le bruissement occasionnel des feuilles dehors. Finalement, il dit doucement « Qu'elle soit vivante ou disparue, Hastings. La dame a laissé derrière elle des échos plus éloquents que des mots. Et lorsqu'on écoute attentivement, ces échos révèlent le chemin vers celui qui a orchestré ces méfaits. » Il posa une main sur le cadre du portrait. « Demain, nous commencerons à rassembler les fils. Une à une, les illusions se dénoueront et le marionnettiste sera démasqué. » Dehors, le domaine était silencieux, ses ombres s'étendant sur la pelouse. À l'intérieur, le regard perçant de Poirot scruta une fois de plus la pièce, absorbant chaque détail, chaque indice subtil. L'acte final, il le savait, approchait. Le soir s'abattait sur le domaine de Willoughby dans un silence pesant, les nuages bas et sombres menaçant la pluie. Poirot était assis dans le salon, les mains jointes sur ses genoux, les yeux fixés sur la lumière déclinante qui filtrait à travers les hautes fenêtres à guillotine. Hastings arpentait la pièce nerveusement, ses bottes claquant sur le parquet ciré, tandis que l'inspecteur Grange, adossé à la cheminée, fumait un cigare fin et fronçait les sourcils. « Poirot, » commença Hastings, incapable de contenir son impatience, « vous devez sûrement maintenant avoir une idée de qui se cache derrière ce réseau emmêlé ?» Les yeux de Poirot brillèrent faiblement. « Hastings, mon ami, dans une affaire comme celle-ci, il ne faut pas se précipiter. Le criminel se nourrit de précipitation et de distraction. Nous devons cependant laisser l'office se révéler pleinement, car c'est alors seulement que la véritable histoire émergera. » Grange chassa la cendre de son cigare et murmura « J'ai parlé à tous les domestiques de la maison. Personne n'a vu personne entrer ou sortir, sauf la servante, bien sûr. Mais les empreintes de pas mentionnées par Poirot dans la bibliothèque, elles indiquent quelqu'un qui connaît la maison par cœur. » « Exactement, » dit doucement Poirot. « Et pourtant, inspecteur, réfléchissez à ceci. La maison elle-même est complice. Chaque porte, chaque compartiment verrouillé, chaque rideau hermétiquement clos contribue à façonner la perception. Le criminel s'y est fié, sachant qu'une enquête ordinaire se limiterait aux apparences. » Hastings fronça les sourcils. Mais Poirot, un proche de Lady Willoughby, devait sûrement savoir quelque chose. Peut-être le neveu ? « Patience, » répéta Poirot, les mots presque musicaux. Henry Durand, un homme ambitieux, certes, et vaniteux. Mais oserait-il commettre un meurtre ouvertement, alors que la subtilité atteint le même but ? Non, Hastings, l'homme qui a orchestré cette affaire, est prudent, calculateur, et surtout dangereux lorsqu'il est sous-estimé. Poirot se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre. Il leva la main vers la vitre et tapota légèrement. « Observez, mes amis, le domaine plongé dans l'obscurité. Le criminel croit que la nuit masque ses actes, que les ombres les dissimulent. Mais la nuit aiguise aussi l'observation, révélant des intentions que la lumière du jour dissimule. » Hastings s'arrêta net. « Suggérez-vous que Lady Willoughby elle-même a laissé des indices intentionnellement ?»« Ah, Hastings, » murmura Poirot en se retournant avec un léger sourire. « Peut-être est-ce celle qui l'a fait, ou peut-être que les indices sont les empreintes de pas de son agresseur. Ça aussi, ça fait partie du jeu. » Un coup frappé à la porte les fit sursauter. Frobisher, le majordome, entra discrètement, un mot plié à la main. « Pour Monsieur Poirot, monsieur, trouvez dans la bibliothèque aucune indication de qui l'a laissé. » Poirot prit le billet
avec ses doigts délicats, le déplia et le lut à haute voix, à voix basse. « Retrouve-moi à la terrasse du jardin à minuit. Viens seul. Si tu tiens à la sécurité de madame, n'amène personne d'autre. » Hastings se figea. Minuit, Poirot. Ça pourrait être un piège. En effet, Hastings, répondit calmement Poirot. Mais remarquez la subtilité. Le message fait appel à l'inquiétude pour la dame, exploite notre conscience. Un esprit intelligent cherche autant à manipuler les émotions que les actions. Grange fronça les sourcils. C'est risqué, on devrait y aller ensemble. Poirot secoua la tête. Non, inspecteur, l'efficacité du leurre dépend de la solitude. Nous devons comprendre la psychologie du criminel pour prédire son prochain mouvement. Seul, j'observerai les intentions, les hésitations, les signes révélateurs de la vérité. La nuit se fit plus froide, tandis que Poirot se dirigeait vers la terrasse du jardin. Un léger brouillard s'était installé sur le parc, étouffant les bruits et adoucissant les ombres. Il marchait d'un pas mesuré, les yeux scrutant chaque recoin, à l'affût du moindre bruit. Même le murmure des feuilles sur le chemin de pierre semblait amplifié. En approchant de la terrasse, il s'arrêta, remarquant des empreintes de pas dans le gravier. Elles étaient fraîches, petites, posées, prudentes. Il les suivit jusqu'au bord de la terrasse, où une silhouette émergea, de l'ombre. « Halte !» ordonna doucement Poirot, d'une voix calme et autoritaire. La silhouette se figea, puis se rapprocha, révélant Henri Durand, pâle, le regard perçant avec nervosité. « Monsieur Durand, dit Poirot, il semble que nous nous rencontrions à l'improviste. » Durand déglutit difficilement. « Je suis venu la protéger, pour m'assurer que rien n'arrive à Lady Willoughby. Et pourtant, vous avez choisi de venir ici seul, dans l'obscurité, sans prévenir les autorités. » La voix de Poirot était douce, mais sèche. « Voyez, mon cher, comme l'esprit vacille sous la pression. Vous êtes tiraillé entre loyauté et peur, et chaque action le trahit. » Durand secoua la tête. « Je n'avais pas le choix. Elle est en danger. Des forces me dépassent, incompréhensibles. » Les yeux de Poirot se plissèrent. « Un danger ? Dites-moi, monsieur Durand, à qui profitent sa disparition et la mort de la servante ?» Durand hésita. Ses mains tremblaient. « Je ne sais pas exactement. Mais il y a quelqu'un qui profite de son absence. Quelqu'un qui a tout orchestré. Les lettres, le faux cousin, le train. Je n'étais qu'un pion. »« Ah !» dit doucement Poirot. « Et pourtant, monsieur Durand, même les pions peuvent devenir des instruments de révélation. Dites-moi, où est-elle maintenant ?» Durand baissa les yeux. « Je ne peux pas dire. Je sais seulement qu'elle est gardée à l'abri des regards, quelque part dans la propriété. » Poirot hocha la tête, un léger sourire étirant ses lèvres. « Alors, la prochaine étape est claire. Hastings, Grange, nous devons examiner chaque recoin, chaque pièce verrouillée. Le criminel croit que l'isolement cache son secret. Mais l'ordre et la raison, alliés à une observation attentive, révéleront la vérité. » Hastings frissonna. Poirot, on dirait que la maison elle-même est vivante, conspire avec le criminel. « C'est peut-être vrai, » dit Poirot, les yeux brillants. « Mais un esprit habitué à discerner les schémas ne craint pas les ombres. Nous suivrons les indices, pas à pas, jusqu'à ce que même les recoins les plus obscurs révèlent leurs secrets. » Grange expira en tirant sur son col. « Alors, on fouille ce soir ?» ?»« Oui, » dit Poirot. « Ce soir, nous agissons. La toile est tendue, et le criminel ne peut pas attendre éternellement. Des erreurs seront commises, et c'est dans les erreurs que nous trouvons la vérité. » Tandis que le trio entamait sa fouille méthodique,
Poirot les guida à travers les couloirs et les quartiers des domestiques. Il marquait des pauses répétées, examinant les moindres irrégularités. Une porte légèrement entr'ouverte, de la poussière soulevée, une ombre dans un coin éloigné. Chaque observation était cataloguée, analysée et placée dans le cadre invisible des déductions que Poirot avait élaborées au fil de jours d'attention minutieuse. Les heures passèrent, et l'orage s'intensifia dehors, la pluie claquant avec insistance contre les fenêtres, le tonnerre grondant au loin. La voix de Poirot resta calme, ses petites mains gesticulant avec précision, tandis qu'il dirigeait leurs recherches. Finalement, dans une aile isolée de la maison, ils découvrirent un étroit escalier descendant dans l'obscurité. Poirot s'arrêta à l'entrée, tendant l'oreille au moindre bruit. Un pas traînant, un murmure, un souffle. « C'est ici, » dit doucement Poirot, « que les fils convergent. Ici, mes amis, le criminel se croit en sécurité, mais nous, guidés par la raison et l'observation, éclairerons l'acte final. Ce qui nous attend en bas, c'est la vérité, et l'heure de la révélation approche. » Hastings déglutit difficilement, agrippé à la rampe. Poirot, ça pourrait être dangereux. Oui, Hastings, répondit calmement Poirot, mais le danger est le compagnon de la vérité, et je vous assure que les petites cellules grises sont prêtes. La tempête faisait rage dehors, alors qu'ils commençaient leur descente prudente dans les recoins cachés du domaine, chaque pas les rapprochant du point culminant du mystère, de la confrontation qui dévoilerait toutes les tromperies et des réponses qui leur avaient longtemps échappé. La maison semblait retenir son souffle, et dans ce silence, Poirot sentit les dernières pièces du puzzle se mettre en place. L'escalier secret menait à une petite pièce faiblement éclairée sous le domaine Willoughby. L'air était humide, empreint d'une légère odeur de terre et de fumée de bougies, et les murs portaient les marques ténues d'étagères, oubliées depuis longtemps. Poirot s'arrêta sur le seuil, ajustant ses gants avec un soin méticuleux, son regard scrutant chaque ombre, chaque ligne de pierre. Hastings et l'inspecteur Grange le suivirent, tendus et vigilants. Poirot parla doucement, mais avec autorité. « Mes amis, nous voici au cœur de la vérité. Chaque pas que nous avons fait, chaque observation, nous a conduits ici. Ici se trouve la solution de notre puzzle, soigneusement élaborée. » Hastings déglutit difficilement. « Tu crois que Lady Willoughby est là ?»« Peut-être, » dit Poirot, « peut-être pas. Mais ceux qui ont orchestré cette affaire ne peuvent échapper aux conséquences de leurs propres erreurs. » Un léger bruissement résonna au fond de la salle. Poirot plissa les yeux. « Ah, voici notre premier participant au dernier acte. » Henri Durand émergea de l'ombre, pâle et nerveux, les mains légèrement tremblantes. « Je vous ai dit tout ce que je savais, » balbutia-t-il. Le regard de Poirot était bienveillant mais ferme. « En effet, monsieur Durand, vous m'avez été d'une grande aide, mais il y a des fils que vous n'avez pas perçus, et je m'apprête à les démêler. » Hastings murmura. « Poirot, qui est derrière tout ça ?» Poirot s'avança lentement vers le centre de la pièce, demandant le silence d'un geste. « Mes amis, le mystère a commencé avec un train arrivé sans passagers, une servante disparue, et Lady Willoughby elle-même mystérieusement absente. Plusieurs personnes étaient impliquées, un complice par-ci, un messager par-là, mais le cerveau est une personne qui a manipulé tous les éléments tout en restant invisible, et cette personne, Hastings, n'est ni le neveu ni l'avocat. C'est quelqu'un que nous avons vu, quelqu'un qui prospère dans la tromperie et la dissimulation. » Le visage de Durand pâlit. « Tu veux dire Frobisher ?» Les yeux de Poirot brillèrent faiblement. «
Ah, pas seulement le majordome, même s'il a joué son rôle, non, le véritable architecte, est celui auquel on s'attendait le moins, celui qui s'est servi de la loyauté et de la familiarité comme d'un bouclier. Il s'agit de Madame Armitage, la gouvernante. Hastings haleta. La gouvernante? Mais pourquoi? Poirot continua, se déplaçant délibérément dans la pièce, décrivant l'enchaînement des événements avec une précision sereine. Observez. Les fausses lettres, la manipulation d'Henri Durand, la diversion avec Leclerc, le placement méticuleux des objets dans la maison. Tout cela conçu pour créer une histoire de peur, de contrôle et de disparition. Qui avait accès à chaque pièce, connaissait les habitudes de la dame et avait la ruse de se déplacer discrètement. Qui pouvait disposer la cire verte, les empreintes de pas, les bougies et les lettres avec une précision méticuleuse. Seule Madame Armitage. L'inspecteur Grange s'avança. Mais elle était loyale, elle ne ferait sûrement pas de mal à sa maîtresse. Poirot secoua doucement la tête. La loyauté, inspecteur, est souvent mêlée d'ambition ou de peur de perdre le contrôle. Elle craignait que Lady Willoughby ne découvre ces détournements de fonds de longue date dans les comptes de la maison. La mort de la servante, les fausses lettres, le cousin fictif. Tout cela était un moyen de détourner les soupçons et de lui permettre de contrôler la situation tout en dissimulant son crime. Les yeux d'Hastings s'écarquillèrent. Alors la servante a découvert son détournement? Exactement. Mademoiselle Evans était loyale, certes, mais elle en savait trop. Elle avait découvert des preuves qui menaçaient Madame Armitage. Elle fut donc réduite au silence, soigneusement et cachée, tandis que l'histoire du train et de la disparition était construite autour de cela. La voix de Durand tremblait. Et Lady Willoughby? Elle n'a jamais été en danger réel, expliqua Poirot. La gouvernante l'avait cachée temporairement pour donner de la crédibilité à l'histoire d'enlèvement. Pourtant, même enfermée, Lady Willoughby avait laissé des indices subtils, des empreintes de pas, des lettres et des objets, disposés de manière à alerter un observateur attentif. C'est grâce à cela que j'ai pu remonter le fil. Poirot désigna un petit renfoncement dans un coin, révélant une porte astucieusement dissimulée derrière une tapisserie. D'une légère poussée, elle s'ouvrit pour révéler Lady Willoughby en personne, assise calmement, les mains jointes, le regard serein. « Monsieur Poirot, dit-elle d'une voix égale et maîtrisée, je savais que vous percevriez la supercherie. » Hastings se précipita. « Lady Willoughby, vous êtes sauve !» Poirot s'inclina légèrement. « En effet, mademoiselle, vous avez laissé une trace que seul un esprit attentif peut déchiffrer, et nous l'avons suivie jusqu'au bout. » Lady Willoughby se leva. La gouvernante sous-estimait le pouvoir de la subtilité et surestimait son contrôle. Chaque preuve qu'elle semait était un piège pour les imprudents, mais devenait un repère pour ceux qui observaient attentivement. Ce fut sa perte. Poirot se tourna vers Grange. « Et voilà, inspecteur, nous tenons le criminel. Madame Armitage, avancez. » La gouvernante, pâle et abattue, émergea à contre-cœur de l'ombre, son sang-froid brisé. « J'ai fait ce que je pensais nécessaire, » murmura-t-elle. Le ton de Poirot était doux, mais ferme. « Vous avez agi par peur et par ambition, mais même l'orchestration la plus minutieuse ne résiste pas à l'examen de la raison. Chaque faux pas, chaque tentative de contrôle laisse une trace, et ce soir, ces traces nous ont conduits à la vérité. » Grange s'avança, menottes aux mains. « Vous êtes en état d'arrestation, Madame Armitage. » La gouvernante hocha la tête en silence, sachant que son monde soigneusement construit s'était effondré sous la logique et la précision d'Hercule Poirot.
Hastings, soulagé, expira. Mon Dieu, c'est fini. L'expression de Poirot s'adoucit, mais son regard resta perçant. Hastings, mon ami, rien n'est fini tant que l'ordre n'est pas rétabli. La maison, la dame et la justice sont à nouveau réunies. Lady Willoughby s'approcha de Poirot. « Je vous dois une immense gratitude, monsieur Poirot. Sans votre perspicacité, je n'aurais peut-être jamais été retrouvé, et la vérité serait peut-être restée enfouie. » Poirot inclina la tête. « Madame, la vérité est toujours présente. Il suffit de savoir où et comment la regarder. » Hastings rit doucement en secouant la tête. « Et le train qui est arrivé sans passagers ?» Poirot s'autorisa un léger sourire. « Ah, mon ami, une habile diversion. » Le train vide symbolisait l'absence, mais c'était aussi la note d'ouverture d'une symphonie de tromperie. À écouter attentivement, chaque note devient claire. Grange secoua la tête et expira profondément. « Remarquable, j'ai beaucoup appris ce soir. » Le regard de Poirot parcourut la pièce, observant l'ordre retrouvé, la femme sereine et le calme qui avait suivi la tempête. « Oui, inspecteur, la nature humaine est fragile et les motivations complexes, mais avec de la patience, de l'observation et un peu d'imagination, on peut toujours discerner la vérité cachée. » Hastings, reprenant encore son souffle, sourit. « Poirot, tu ne te lasses jamais de démasquer tout le monde. » Poirot sourit faiblement en lissant sa moustache. « Non, Hastings, c'est le plaisir de l'esprit, la quête de la perfection. Et ce soir, nous avons rétabli l'ordre, révélé le coupable et préservé la justice. Voilà, mon ami, une véritable satisfaction. » Alors que l'aube commençait à éclaircir l'horizon, tous trois sortirent de la chambre secrète, laissant derrière eux ombres et illusions. Dehors, le domaine était silencieux, mais la promesse de clarté et de vérité brillait comme les premiers rayons de soleil perçant la brume. La justice, méticuleusement établie, avait une fois de plus prévalu. L'affaire du train arrivé sans passagers, de la servante disparue et de la dame disparue avait atteint sa conclusion. Une tapisserie complexe de tromperies, démêlée par l'esprit sans égal d'Hercule Poirot. Et comme toujours, les petites cellules grises de Poirot avaient triomphé.